Donc la semaine dernière, on avait parlé des différents types de nuages, des différents types de précipitations et, euh, et du coup un petit peu de comment ça se forme les nuages. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de comment ça se forme les nuages? Ouais. Alors, c'est par rapport à la degré d'hydro. Parce qu'on arrive à 100% et à partir de ce moment-là, il y aura plus, on aura plus en forme de gaz, ça va se transformer en. Ouais. Il y a l'idée. C'est lié à la saturation, le taux de saturation. On peut imaginer qu'il y a une boîte, si je suis saturé à 70%, ça veut dire que j'ai 70% de la boîte qui est prise. Et si mon air se refroidit, qu'est-ce qui se passe? En fait, la taille de la boîte diminue. Et du coup, la même quantité d'eau contenue dans ma boîte, ça représente maintenant 90%. Et si je continue à refroidir, ça représentera 100%. Et on va avoir le phénomène de condensation. C'est-à-dire que l'eau qui était sous forme gazeuse va passer sous forme liquide. Ok. Ensuite, on avait vu les grands types de nuages. C'est quoi les grandes catégories de nuages? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Rapidement. C'est lié à quoi déjà les grandes catégories? Il y a deux types de familles et deux types de catégories. Il y avait les nuages qui sont en forme verticale. Ouais, en fonction de la hauteur, ouais. Ou de C'était l'altitude. souvent des orages parce que ça avait des charges. Alors ça, c'est un type de nuage qui est notre ennemi ultime juré numéro uno, qu'on va revoir aujourd'hui. Mais c'est quoi les grandes familles avant? Je sais pas. Il y a les stratus et les cumulus. Les stratus et les cumulus. Alors ça, c'est les deux grandes familles. Ça correspond à quoi les familles de stratus et les familles de cumulus? Oui, les stratus sont plus stables quand ils sont. Voilà, c'est lié à la stabilité et les cumulus, c'est lié à l'instabilité. Et après, ils sont plus ou moins bons en fonction de l'altitude. Ils sont dangereux en fonction de l'altitude. Alors, la dangerosité, elle n'est pas liée à l'altitude. Mais par contre, effectivement, on va avoir trois catégories d'altitude. Est-ce que vous vous souvenez des trois catégories d'altitude? Les préfixes et tout ça? Ouais. On a le tropopause, Alors, ça, tu me parles, toi, de la... Alors, tout ce qui est tropopause et tout ça, tu me parles pas des nuages, tu me parles des différentes catégories de mon atmosphère. Là, on parle des trois catégories de nuages en fonction de leur altitude. Ça, regardez ta feuille. Les autres, est-ce que vous vous souvenez un petit peu? Déjà au premier, il y a un... Voilà, là, il n'y a pas de suffixe. Ouais. Et ensuite, il y en a un, c'est alto, et l'autre, c'est siro. Ok. Voilà. Bon, ce qui est important, c'est de se souvenir des différentes catégories comme ça. Et des grandes familles, les nuages stables et les nuages instables. Et ensuite, du coup, on va avoir, effectivement, comme nous disait Noah tout à l'heure, voilà, le cumulonimbus, qui est l'ennemi numéro uno, qui a une gueule, si je le faisais à peu près correctement, une gueule d'enclume en haut, et un truc qui est assez énorme comme ça. Et lui, on va le revoir aujourd'hui, mais c'est le numéro 1 de nos ennemis. Pourquoi? C'est le pire. Il nous crée quoi? Ouais. Alors, Romain nous propose les orages. Ceci est un orage. Dépression. Des tornades, enfin, je veux dire une désorientation. Ouais, en fait, il va nous créer des très forts vents comme ça. Ça va être très dangereux. En fait, ce qui est dangereux, c'est le cumulus, mais c'est aussi d'être trop près d'un cumulonimbus, pardon, parce qu'il y a des vents hyper forts qui nous attirent. Ensuite, il va y avoir quoi d'autre? On parlait de pression en bas. Ouais. Ouais. Donc il va y avoir un trou d'air, ouais. Voilà. Après, il y a tout ce qui est précipitation. Il peut y avoir de la grêle. Ceci est de la grêle. Il peut y avoir des fortes averses. Voilà. Bon, globalement, c'est le pire. Hein. Ok. Voilà. Bon, ça, c'est juste pour résumer un peu, mais c'est important de se souvenir des deux grandes familles et des trois grands trucs d'ici. Et dedans, on a à peu près tous les petits nuages qu'on avait vus. Je ne vais pas rentrer dedans, vous reverrez le cours s'il y a besoin. Mais ça, c'est vraiment les trucs importants à retenir. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça? Non? Ok. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu d'autre?
Donc ça c'est bon, ça on en a parlé. Ça on en a parlé. Hop. Classification des nuages. Ouais. Et ensuite on a parlé un peu de la différence entre la bruine et la pluie. La bruine c'est des gouttelettes hyper fines. La pluie c'est des gouttelettes un peu plus importantes. Et ben voilà, hein, je crois que c'est bon. Donc aujourd'hui, on passe à la troisième partie, qui sont les phénomènes dangereux pour l'aéronautique. Alors vous allez voir qu'en fait, on va reprendre un peu des trucs que j'avais déjà dit la semaine d'avant. On va compléter un petit peu. Va y avoir un peu de redondance, mais pas trop. Donc ça va être un peu différent. Tout ça, vous allez le retrouver, la partie brume et brouillard, dans la vidéo M32 d'Aero Engine. Donc la brume, déjà, son symbole, je vais essayer de vous donner les symboles. Alors celui-là, il n'est pas forcément à retenir. C'est pas un truc très important. C'est un trait épais et un trait fin, d'accord? Par contre, ce qui est important de se retenir, c'est sa traduction en anglais. Est-ce que vous savez comment on dit brume en anglais? Mist, comme le jeu, en différent. Parce que c'est avec un Y le jeu. Bref, M-I-S-T. Ça, c'est la brume, ok? C'est important parce que je crois que les 3/4 d'entre vous, vous avez décidé de prendre l'option anglais. Il n'y en a pas qui ne prennent pas l'option anglais, je crois. Donc, d'avoir les quelques mots clés, ça sera important pour ça. La brume, c'est quoi? Ben, c'est une visibilité entre 1 et 5 km à peu près. D'accord? Donc ça va être important à retenir, la visibilité, et je vais vous faire un petit schéma après. Ensuite, la brume sèche. Comment de la brume peut être sèche? Ça veut dire que c'est pas de l'eau, en fait, si c'est sec. Ça va être des fumées, ça va être de la pollution, ça peut être du sable. Du sable, ça peut être une brume de sable. C'est arrivé en France l'année dernière, où en fait, venant du Sahara, il y a eu une grosse brume de sable qui est arrivée en France, et sur les voitures, quand on passait le doigt, on avait vraiment une couche de sable qui s'était posée sur toutes les voitures. C'était... Le ciel était un peu jaune. Et le ciel était jaune, tu dis jaunâtre, il était jaune. Hein. Et le pire, c'était vers Marseille et tout ça. Eux, là-bas, c'était dans la ville carrément, ils y voyaient pas à 2 mètres, quoi. Voilà. Donc la brume sèche, c'est un deuxième truc possible. Son symbole, c'est une sorte d'infini comme ça. Et en anglais, ça se dit haze. H-A-Z-E. D'accord? Ça, on va dire que c'est pas les deux plus critiques à retenir, mais c'est bien de les avoir en tête quand même. D'accord? Le plus important, ça va être le suivant, ça va être le brouillard. Comment est-ce qu'on dit brouillard en anglais? Est-ce que vous savez? Fog, ouais. C'est comme une grenouille, mais sans le R. La grenouille, c'est frog. D'accord? Crazy frog. Donc là, c'est fog. Le symbole du brouillard, c'est 3 traits. Hop, comme ça, sur les cartes météo. Et la visibilité du brouillard, c'est moins de 1 km. Ok? C'est quoi un brouillard? C'est quand il voit pas qu'il y a de... Bah, c'est ça le brouillard, quoi. Tu vois, tu es sur la route et tu vois un petit peu les phares des voitures, mais tu vois pas les voitures. D'accord. C'est de l'eau en suspension, quoi. D'accord. Comme si tu étais un peu comme dans un nuage. Bon, on n'est pas dans un nuage, mais dans l'idée, c'est ça la sensation. Ok. Ce qu'on peut faire, du coup, c'est on peut faire un petit... Là, ici, en dessous de la page, je vais pas le faire là-bas parce qu'on va rien y voir, mais on peut faire un petit dessin comme ça. Donc, quand je suis en dessous de 1 km de visibilité, c'est que là, j'ai du brouillard. Donc, en dessous de 1 km, ici, ça, c'est le brouillard. Ok? Ça, c'est la visibilité. Ouais. Donc, quand je suis en dessous de 1 km, on est dans des conditions de faible visibilité. L'étape d'après, c'est quoi? On a dit, quand j'ai de la brume, la deuxième limite, c'est 5 km. Donc ici, ça correspond jusqu'à 5 km à de la brume. Ouais. Et ici, on va avoir à 1,5 km, c'est une autre limite. Ça, c'est celle de visibilité réduite. C'est ce qu'on va appeler la faible... je ne sais pas comment l'écrire ici. Faible, c'est le minimum. Minimum de visibilité. VM. Hop.
Qu'est-ce que je dis Oui, VMC, c'est les conditions météo. Ce que je voulais dire, si c'est ça, VMC. Hop. Ok. C'est les conditions météo de visibilité minimum. C'est-à-dire qu'en dessous de 1,5 km de vision, c'est pas bon pour nous. Alors, attention, quand on est au-dessus d'une certaine surface, on reverra ça quand on fera la sécurité. Ok. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a là le 1 km et le 5 km. Ici, en dessous de 1 km, c'est du brouillard. En dessous de 5 km, c'est de la brume. D'accord? Ensuite, quand je suis au-dessus, quand j'ai 8 km, on est sur une bonne visibilité ici. Est-ce que je voulais dire autre chose? Non. Et quand on est... Hop. Je vais mettre 10 km. Bon, ouais. Ouais, au-dessus, là. Et 10 km, ou supérieur à 10 km, ici, on est en excellente visibilité. Bah, en gros, au-dessus de 10 km, j'y vois normal, quoi. Il fait beau, tout va bien, j'ai pas de problème. Là, ici, il peut avoir un temps un peu chargé, où j'y vois pas trop loin. J'y vois loin, mais pas trop loin. Là, ça commence à être compliqué, et là, c'est impossible. Dans le brouillard, on peut pas... Non, on n'a pas le droit, nous. Alors, malheureusement, on n'a pas le droit, mais si on n'est pas précautionneux et qu'on n'a pas lu correctement les cartes météo, on peut s'y retrouver dedans. Mais c'est pas le but. Si on s'y retrouve, on est mort en pas longtemps. Hein. C'est une dizaine de secondes, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, on est désorienté, on n'a plus de repères visuels, et comme on n'est pas formé à voler sur les instruments, on meurt rapidement. Voilà. Non mais en vrai, ton oreille interne te fait croire que tu es à l'horizontale, alors qu'en fait, tu es peut-être déjà en train de faire un virage comme ça. Et tu as l'impression physiquement d'être à l'horizontale. Ah, parce qu'il y a un manque de repères. Ouais, en fait, si tu es dans le brouillard ou dans un nuage, c'est la même chose. Hein. Tu peux être comme ça, mais ton virage, tu es d'accord que ton avion, il fait ça. Et comme il fait ça, tu as une force ici qui te tire vers le sol. Et si ton virage, il est bien fait, c'est-à-dire il est bien symétrique et tout, la force qui te tire vers le sol, elle est pile poil vers le sol, le plancher de ton avion. Et tu peux être comme ça et avoir l'impression que la gravité, elle est comme ça. Et donc toi, tu es assis dans ton siège, tu as l'impression d'être tiré vers le bas. Ton oreille interne, elle te dit, je suis tiré vers le bas de mon siège, je suis à l'horizontale. Or, ton avion, il peut être comme ça. Voilà. Et ça, c'est le problème des pilotes à vue, qui n'ont jamais été entraînés aux instruments, c'est qu'on croit notre oreille interne parce que toute notre évolution biologique, elle a été faite comme ça. Et en réalité, c'est le moment où il ne faut pas faire confiance à son oreille interne. Oui. Mais l'horizon artificiel, il marche. Lui, il fonctionne. Donc ton horizon artificiel, à ce moment-là, il serait comme ça, un peu vers le bas. Mais c'est là où l'humain, il est fort, c'est qu'on se convainc dans ces moments-là que ça marche mal, qu'il doit être en train de bugger, parce que nous, on sent qu'on est tiré vers le bas, normal quoi. Donc c'est que forcément l'instrument il déconne à ce moment-là. On se dit, ah ben c'est peut-être le nuage, c'est peut-être... Alors qu'en fait ça n'a rien à voir vu que c'est un gyroscope, ça peut pas être le nuage qui perturbe notre instrument. Mais du coup, le cerveau humain est fait pour valider des choses qu'il a déjà l'habitude. Ok ? Et donc, toi tu as l'habitude que si ça tire vers le bas, c'est que le bas il est en dessous de toi quoi. Et tu peux être comme ça et avoir l'impression que le bas il est là quoi. Et pour l'avoir fait, pour avoir été une fois dans un nuage, au début, t'as beau regarder ton instrument, il faut s'y convaincre dur en regardant pas dehors. Parce que dehors t'as l'impression que c'est à plat. Vu que t'as que du nuage autour, t'as l'impression que c'est à plat. Voilà. Et c'est perturbant les premières fois. Voilà. Ok ? Ça va pour tout le monde? En ligne, vous y voyez ça ou pas? Le schéma avec la flèche? Oui. Ok, cool. Impeccable. Vous me dites, sinon je peux allumer la lumière du tableau, hein, si vous n'arrivez pas à lire. Mais bon, ok. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non? Alors, le brouillard, comment il se forme? En gros, souvent, on a de l'air qui est humide, et ce que je vous disais tout à l'heure, s'il fait plus froid,
taille de la boîte diminue. Donc en fait, j'étais à 70% d'humidité, bah, je vais passer petit à petit à 100%. Et félicitations, il y a du brouillard, quoi. Quand je suis arrivé à 100%, il y a de l'eau en l'air, et qui est plus sous forme gazeuse, mais qui est sous forme liquide. Et donc du coup, bah, je suis arrivé à saturation. Voilà. Du coup, c'est quoi les conditions qui sont favorables à la formation de brouillard? Ça, c'est dans M34. Pardon. Je vais le mettre là et je vais descendre un petit peu. Alors, bah déjà, pour qu'il y ait du brouillard, il faut une forte humidité. Forcément, sinon, ça ne peut pas marcher, quoi. Il faut quand même qu'il y ait de l'eau quelque part. Ensuite, il faut qu'il y ait une baisse de température, ce que je vous ai dit, la taille de la boîte qui rétrécit, et pas beaucoup de vent. Il en faut un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. S'il y a trop de vent, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'air, il est chassé, et en fait, il n'a pas le temps de se saturer, et voilà. Ok. Et du coup, il y a plusieurs types de brouillard. M35. On a 5 grandes parties, même si en vrai, il y en a certaines, on pourrait s'en passer un petit peu. Le brouillard de rayonnement, alors attention, ils disent réchauffement, mais en fait, c'est un refroidissement ici. C'est le refroidissement de la Terre qui fait que la nuit, l'air se refroidit, et donc il y a un moment, qu'est-ce qui se passe? Bah, la boîte, elle est arrivée à 100% de saturation, et donc on a ce qu'on appelle la rosée du matin. Pourquoi la rosée, elle intervient surtout le matin? Ouais. Parce que c'est là où il fait le plus froid. Exactement. Est-ce que tu te souviens à peu près de quel moment il fait le plus froid? Alors, je sais que c'est tôt le matin à l'aurore. Exactement. Et est-ce que c'est avant ou après le lever du soleil? Après. C'est légèrement après. Donc là, c'est légèrement... Alors, le moment le plus froid, c'est juste pour rappeler le moment le plus froid. C'est légèrement après le lever du soleil. On est à peu près une demi-heure après le lever du soleil. Vous vous souvenez que la Terre a une certaine inertie, et c'est pas parce que le soleil s'est levé que d'un coup il fait plus chaud. En fait, il est encore en train de faire plus froid, et ça va commencer à se réchauffer quand le soleil se lève. Et il y a une petite demi-heure là où il fait pas encore chaud. Voilà. Voilà. Du coup, ça c'est la rosée du matin. Donc ça c'est lié quand on a de l'air froid et que ça se refroidit beaucoup. D'accord? Ensuite, on a le brouillard d'évaporation. Alors, c'est quoi le brouillard d'évaporation? Je vais faire un dessin à côté parce que je sais que vous adorez mes dessins. Hop. Vous imaginez un lac. Ceci est un lac. Ça se voit. Et j'ai de l'air froid qui est ici. L'air froid se déplace. On va dire qu'il était déjà à 70%. Mon air froid. Qu'est-ce qui va se passer quand il arrive au-dessus du lac? Bah, en fait, ici, il y a de l'évaporation. Ça, c'est l'évaporation. Il y a plus d'humidité. Et ça augmente l'humidité. Donc, si j'étais à 70%, bah, je vais passer à 100%. Voilà. En gros, vous imaginez que c'est de l'air qui vient se charger au-dessus d'une zone d'eau, quoi. Donc ça, c'est le brouillard d'évaporation. Bon, c'est comme son nom l'indique, ça s'évapore. Est-ce qu'il y a du brouillard sur la mer? Alors, Que sur les plans d'eau. on va en parler juste après de la mer. La mer, ce qu'il faut voir, le volume d'eau est immense. Jusque-là, vous m'arrêtez si je me trompe. Le volume d'eau est immense, et l'eau, pour la faire chauffer ou pour la refroidir, il faut beaucoup d'énergie. Or, le volume d'eau est tellement grand qu'en fait, même sur l'année, la variation, on a quelques degrés, voire petites dizaines de degrés d'écart, mais on n'arrive jamais à tomber très bas ou très haut sur la mer. C'est pour ça qu'un lac, par exemple, l'eau peut chauffer un peu plus que dans la mer, mais la mer, tu vas avoir des degrés qui montent, mais en début d'été, la mer, elle est encore hyper froide. Et l'Atlantique, je t'en parle pas. Et plus tu as une zone d'eau grande, moins ça bouge. Voilà. Donc je sais pas si je réponds à la question, mais donc oui, ça peut un peu se former au-dessus de la mer, mais l'eau de la mer, en termes de température, on est souvent autour de 15-16 degrés. Et ça bouge pas beaucoup, ça va se monter un petit peu, descendre un petit peu, mais ça va pas être beaucoup plus, quoi. Il y a aussi un rapport avec les vagues. Bon, alors les vagues en plus bougent pas mal, mais justement ça pourrait aider à évaporer. On pourrait imaginer que ça aide à évaporer. Après,
tu es sur une surface d'eau tellement grande que l'air qui est à la surface, il a une certaine température. Donc il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Donc oui, on peut avoir du brouillard d'évaporation au-dessus de la mer, il y en a. En mer, les bateaux ils le voient souvent ça. Mais sur un lac, on en a encore plus souvent. Justement parce que la taille du lac est plus petite et qu'il peut y avoir plein de conditions. Oui. Mais c'est pas important vu que ça reste au centre, ou après ça monte. Alors, effectivement, ici, on a des hauteurs qui ne sont pas immenses. Donc pour nous, en plus, vous êtes d'accord qu'il faut qu'il y ait du vent. Donc il faut qu'il y ait du vent, donc ça va chasser légèrement, ça va se charger un peu, mais ça ne peut pas se charger des 1000 et des 100 comme ça en hauteur. Donc ça, c'est un brouillard qui n'est pas hyper haut, et donc pour nous, c'est une bonne chose. Ce qui veut dire que si on passe au-dessus, on est relativement tranquille, quoi. On sait que ça ne va pas d'un coup monter à des kilomètres de haut. Voilà. On va voir un deuxième type de brouillard qui, lui, par contre, va être beaucoup plus dangereux, parce que lui, il peut être très haut, donc très, très chiant pour nous, parce qu'on ne peut pas prédire la hauteur du truc, quoi. Et du coup, on en arrive au brouillard qui peut être très chiant, c'est le brouillard d'advection. Alors, le brouillard d'advection, c'est aussi lié à un mouvement, mais là, c'est un sol froid. Ok ? Et j'avais de l'air chaud. Je vais reprendre, alors c'est un air chaud et humide, donc je vais reprendre un air chaud à 70%. Hein. Et qu'est-ce qui se passe quand un air chaud arrive sur un sol froid ? Il se refroidit. Donc la taille de la boîte, effectivement, diminue. Donc ici. Et donc, ce qui représentait mon 70% ici, représente ici mon 100%. Alors là, j'ai fait un truc, en termes de boîte, j'ai pas fait plus grand qu'ici. Mais ça, le problème, c'est que c'est valable sur une grosse surface et une grosse hauteur. Alors, même s'il faut quand même que ça se transfère et tout ça, mais dans l'ensemble, ici, on va avoir beaucoup plus de problèmes qu'ici. Parce qu'ici, le vent, en fait, on va avoir une petite couche comme ça qui va se faire. Souvent, vous le voyez en voiture, si vous passez à côté de petits lacs et tout ça, vous voyez un peu de brume, de brouillard au-dessus. Et c'est quelques mètres. On va dire ça comme ça. On peut voir des jolies couches de quelques mètres, c'est hyper beau et tout ça. Là, on rentre dans un brouillard, on rentre dedans, quoi. Voilà. Ok ? Donc ça, pour nous, en avion, c'est plus dangereux que ça. Ça, il suffit qu'on évite les zones de lac. Et de toute façon, on ne va pas toucher l'eau avec la main, donc ça va. Oui ? D'accord. Non, j'avais oublié ma question, mais c'était très important ma question. Pour moi. Et tu l'as encore ou pas ? Oui, je crois que je l'ai. On a dit advection. Oui. Avec de l'air chaud. C'est quoi l'humidité ? Ça vient d'où l'humidité ? Il n'y a pas d'unité. Là, c'est un taux de saturation. Je parle que de ça. En gros, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est les mots qui sont là. Les grands mots-clés. C'est tout. Oui, mais par rapport à l'humidité, ça vient d'où l'humidité ? De l'eau qui est dans l'air. Ah, c'est de l'eau dans l'air. Oui. Dû à la rosée. Alors, la rosée, c'est l'eau qui est dans l'air qui vient se déposer sur, par exemple, les feuilles et tout ça. Donc attention, la rosée, c'est le moment où l'eau qui était dans l'air, par condensation, se dépose sur la partie physique de la Terre, quoi. Ouais. Est-ce que ça va pour le truc d'advection, le concept ? Ouais. Alors, maintenant, le brouillard de pente. Alors le brouillard de pente, je peux effacer mes deux dessins magnifiques, c'est bon ? Ouais. Le brouillard de pente, qu'est-ce qu'on avait dit ? Ben, en gros, vous imaginez, j'ai une pente. C'est une belle pente. Hein. Je prends mon air qui est ici. Hop, c'est mon air. Il est à 70% et il est en train de monter, c'est un ascenseur. Qu'est-ce qui se passe quand de l'air monte ? Alors on refroidit, donc ça devient 100%. Il refroidit, donc là, mes 70%, la boîte diminue en taille, et donc là, on arrive à 100%. Félicitations, quoi. Ok ? C'est la température qui diminue. Vous voyez que les concepts, on retrouve toujours les mêmes au final. Hein. C'est un peu compliqué les premières fois, et puis une fois qu'on a compris, voilà. Donc ça, c'est un brouillard de pente. Alors, de pente, là, j'ai fait une pente physique, hein, mais ça peut très bien être de l'air qui monte en hauteur, et ça fait aussi une sorte de brouillard. Et ensuite, mélange de deux masses d'air de température différentes par brassage. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Il faut imaginer une masse chaude, qui est par exemple à 70%, et une masse froide, qui elle aussi est à 70%. Je fais n'importe quoi. Hein. Quand ils vont se mélanger, on se retrouve dans un cas particulier
coup de bol ou coup de pas bol, où la somme des quantités d'eau et la réduction de la boîte fait que ça tombe pile poil, que la boîte du milieu, elle est pile poil à 100%. Donc c'est un truc un peu chiant à montrer, je peux pas le faire ici comme ça, mais l'idée c'est que je mélange deux trucs d'air différents, et bah, de l'eau froide plus de l'eau chaude, j'ai fait de l'eau tiède, félicitations. Là c'est un peu le concept de dire, si j'ai pas de chance, bah, en fait cette quantité d'eau plus cette quantité d'eau dans une boîte moyenne, ça passe pas. Et j'arrive à 100%. Et donc j'ai du brouillard. Ça va l'idée? Voilà. Donc ça c'est moins critique ce dernier truc. Les trois qu'il faut bien retenir, c'est rayonnement, évaporation, advection. Ok? Donc, je vais vérifier que j'ai dit tout ce que je voulais dire, que j'ai fait tous mes petits dessins que j'avais prévus. Merveilleux. Et je vais répondre à ça. Ça, on va le voir juste après. L'évaporation, ça va répondre un peu à ce que demandait Mathis tout à l'heure. On va le retrouver quand on aura de la brise de terre. C'est-à-dire que j'ai de l'air qui était au-dessus de la plage, qui va aller vers la mer, et du coup on va retrouver un petit peu ce que tu disais. Ok? Donc on en reparle juste après. J'ai prévu d'en parler juste après. C'est bon? Allez, on parle maintenant du givrage. Alors le givrage, heureusement dans le BIA, vous n'avez pas besoin d'aller trop loin dans le truc. Parce qu'en vrai, ça peut être vite compliqué, il y a plein de trucs à savoir et tout ça. Donc le givrage, c'est M36. Hop. Voilà. Le givrage, c'est quoi? C'est la formation de glace sur l'avion. Bon, jusque-là, pas de grosse surprise. C'est quoi les symboles du givrage? On a deux symboles pour le givrage. Celui-là et celui-là. Givrage modéré, givrage fort. Ok? Bon, il faut retenir le symbole. Alors, je n'ai pas fait les traits à la même hauteur, mais hop. Désolé, je dessine très mal. Hop là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le givrage? C'est un des pires trucs qui peut nous arriver. Hein. Pourquoi? Ouais. Parce que ça alourdit l'avion et ça modifie oui, mais surtout l'aérodynamisme. Alors voilà, l'aérodynamisme. C'est-à-dire qu'au moment où ça alourdit l'avion, il y a deux choses. Le fait que ce soit alourdi, on avait parlé du centre de gravité. Et du coup, le centre de gravité, si ça s'alourdit plus à l'avant qu'à l'arrière, on déplace le centre de gravité vers l'avant. On a un avion qui va avoir tendance à piquer du nez. Donc déjà là, on n'est pas content. Deuxième partie, ici, sur mon aile, si je trace l'aile vue de côté, suivant le type de givrage, alors il y a plusieurs types de givrage, il peut y avoir des givrages qui font une seule couche comme ça, il peut y avoir des givrages qui font des petites aérotrucs comme ça. Et l'inconvénient de ça, des petites boules là, c'est quoi? Ça casse, voilà, ça décolle. Normalement, on aurait les flux d'air qui viennent bien se coller et tout ça. Si j'ai des petits trucs comme ça, mon air, il va avoir tendance à faire ça et à repartir. Donc on va avoir tendance à avoir vachement plus de turbulence par ici. Si on a plus de turbulence, on a plus de traînée et moins de portance. Et donc plus de déception aussi. On peut vite mourir. Voilà, alourdissement de la masse de l'avion. Si on n'a pas de chance, alors c'est grosse pas de chance, hein, on peut dépasser les capacités de l'avion. Si on a du givre qui se forme sur toutes les ailes et tout ça, et qu'on était déjà chargé à bloc, on est devenu un joli caillou quoi. Merci d'être venu. Voilà. Et dans les pires trucs, on a des instruments. Notamment ici, vous vous souvenez, on avait une petite sonde là. Vous vous souvenez de ce petit truc, ça s'appelle comment? La sonde Pitot. Elle mesure quoi la sonde Pitot? La pression? Pas dynamique. Totale. C'est statique plus dynamique. Si cette sonde se bloque, alors c'est pas grave, mais on perd nos instruments. Alors on perd quels instruments? On perd l'anémomètre, c'est-à-dire ce qui nous donne notre vitesse, parce que la vitesse c'est la pression dynamique justement, et on perd la pression totale, et donc on va perdre des petites choses autres, ok? Mais principalement déjà c'est l'anémomètre. Déjà rien que ça nous emmerde bien. On ne connaît plus notre vitesse. Et ensuite la prise statique, qui est sur le côté en général ici, aussi elle peut se boucher, et si elle se bouche, là on perd en plus aussi le variomètre, la vitesse verticale, on perd aussi l'altimètre, on perd... Bon bref, déception aussi, ok? Donc, le givre en plus peut se bloquer. Ça peut aussi, dans les pires cas, bloquer les gouvernes. Ah Ouais.
Ouais, bon, là par contre, t'es dans la déception la plus ultime, c'est déjà fini, quoi. Voilà. Alors, si vous voulez, je vous enverrai une chaîne. C'est une chaîne américaine qui analyse des rapports d'accidents. Et on entend les pilotes, on entend leur communication à l'époque. On entend quand ils disent ouais, je sens que j'ai un peu de gif qui arrive, j'aurais besoin de redescendre un petit peu. Mais des fois, ils se rendent pas encore compte du problème. Et en fait, à ce moment-là, c'était déjà trop tard pour réagir. Et le givre, sur des avions comme nous, ou si vous avez la chance de piloter ça, en fait, on n'a pas de système comme dans les très gros Boeing et tout ça, de dégivrage. Enfin, de anti-givre plutôt. C'est un peu ce que vous avez à l'arrière de la voiture. À l'arrière de la voiture, sur le pare-brise, vous avez des petits fils comme ça, là. Ceci est un pare-brise de voiture. Il y a des petits fils qui chauffent, c'est une résistance, et sur la voiture, ça évite. Bah, déjà, ça peut dégivrer, et en plus, ça évite d'avoir de la buée. Dans les avions, on peut avoir le même système, principalement sur les bords d'attaque, ok ? Et donc, ça permet d'éviter le givre. Le problème, c'est que ça ne marche que jusqu'à une certaine quantité. Et les avions, par exemple, de tourisme, qui coûtent un peu plus cher que nous, le Cessna, là, ils sont prévus jusqu'à une certaine quantité de givre. Ça empêche le givre. Par contre, ça empêche que jusqu'à un certain moment. Et si tu dépasses ce moment-là, c'est foutu. Le truc, c'est... Voilà, t'essayes de te sécher les cheveux alors que t'es en plein milieu d'une tempête, quoi. Ça sert à rien, hein. Voilà. Donc, il faut être humble, et en aviation, ben, chaque erreur peut être la dernière, quoi. Donc, le givre, c'est pas un pote. Dernier truc qui peut givrer, le carburateur. Vous vous souvenez que le moteur, on en avait parlé. Alors, je refais pas tout le cours dans le moteur, mais on va avoir l'histoire du piston et tout ça. Et, alors, merde, il était dans l'autre sens quand on l'avait vu. Mais l'essence peut pas. Alors, l'essence peut difficilement geler. Ok. Par contre, ici, tu es d'accord qu'on devrait avoir, là, avec la bougie, là, ici, on a l'étincelle avec l'explosion qui se fait là. D'accord? Alors ça, à cet endroit-là, à l'endroit de l'explosion, c'est pas trop le problème. Ok? Par contre, tu es d'accord que suivant le système que j'ai, je peux avoir une injection qui va projeter des gouttelettes. Ok? Donc ça va éteindre la voiture. Et à l'endroit où ça accélère, une accélération du fluide, c'est un refroidissement du fluide. Donc, si j'avais de l'air qui était déjà pas très chaud, au moment où il accélère, il est encore plus froid. Et donc, dans le carburateur, bah, il peut geler. Et ça peut bloquer carrément le clapet. Ouais. Et dans ce cas-là, ben, merci, au revoir. Et en plus, t'essayes de... En fait, si tu n'as plus d'air qui arrive, ton moteur, il s'étouffe. Et au moment où ton moteur, il s'étouffe, s'il est étouffé, quoi. Ouais, il fait plus de chaud, donc tu peux pas des... Et voilà. Donc, c'est très critique. Pour éviter ça, on a une manette sur l'avion qui s'appelle réchauffage carbu. L'air, alors, en fait, nous, normalement, l'air, vous êtes d'accord qu'il vient de l'extérieur. Et il vient de... Si ça, c'est mon avion, hop, Mais ils le mettent dans le filtre à air. c'est un avion, ça. Là, elle est ici. Hop. L'air, en fait, il est pris sur des grilles à l'avant, là. Là, il y a des grilles, d'accord? Et ça, c'est l'air qui est utilisé, hop, pour injecter dans le moteur. D'accord? C'est là où ils mettent les résistances. Alors, là, pour l'instant, il n'y a pas de résistance. D'accord? Et en temps normal, c'est cet air-là qui est utilisé pour envoyer dans le moteur et que ça fasse l'explosion et tout ça. Si on tire dans le cockpit, on a une petite manette là qui s'appelle réchauffage carbu. Dans ces cas-là, on ferme ici et on utilise de l'air qui se trouve autour du moteur. Et autour du moteur, comme le moteur est chaud, l'air autour du moteur est moins froid qu'à l'extérieur. Et donc du coup, on a un système qui vient comme ça rentrer à l'intérieur du moteur avec de l'air qui était autour du moteur dans le cockpit moteur, quoi, en gros. Voilà. Et ce système-là permet d'éviter le givrage parce que comme le moteur est déjà chaud, on utilise son propre environnement à lui pour venir réinjecter dans le moteur. L'inconvénient, c'est qu'il y a un peu moins d'air qu'à l'extérieur et que du coup, on a un peu moins de puissance, un tout petit peu. D'accord? Donc le réchauffage carbu, c'est une manette qu'on a hop, ici. C'est le petit bouton que vous voyez là. Ce tout petit bouton-là. C'est vraiment une tirette. On fait tac. Et là, on entend le moteur qui, très légèrement, il baisse en puissance. C'est léger, mais on le sent quand même. Ouais, parce qu'ils vont mettre moins d'essence vu qu'il y a moins d'air. Alors, en fait, on le gère. L'essence, on l'appauvrit surtout pas à ce moment-là. Ce serait dangereux. On pourrait le caler. Donc, en général, on laisse un tout petit peu trop riche. C'est pas grave. Voilà. Et du coup,
au moment où on met le réchauffage carbu, l'avantage c'est qu'on évite le givrage. Tant que le moteur tourne, le moteur tourne. C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Tant qu'il est chaud, il reste chaud. L'inconvénient, c'est que par exemple, quand je vais être en montée et que je veux avoir le plus de puissance possible, à ce moment-là, vous êtes d'accord que mon moteur, les explosions, c'est là où je lui demande le plus de puissance, il force le plus. Bah du coup, à ce moment-là, j'ai pas besoin du réchauffage carbu. C'est comme si je vous dis, est-ce que tu as besoin que je te réchauffe alors que vous êtes en train de courir autour d'une piste? Vous êtes déjà en train d'être réchauffé, donc à ce moment-là où je suis en train de forcer, j'ai pas besoin d'être réchauffé. Le moment où je vais avoir besoin de réchauffage, c'est, voilà, je suis comme ça, ou pire, je suis en descente. La descente, c'est le moment où je me suis assis sur le banc à regarder les autres courir, là. C'est le moment où je suis en train de bien me refroidir bien vite. Et là, le réchauffage carbu, il y en a besoin pour éviter que ça gèle. Parce que le moteur, on lui demande plus de puissance, il force plus. Il est en roue libre. Ouais. Le meilleur qui continue dans l'intérieur, Ouais. il va tenir pendant combien de temps? Il va aider pendant combien de temps? Il est renouvelé. Bon, en fait, il est renouvelé et en fait, il y a une légère circulation d'air dedans qui suffit. En fait, il y a des trous, c'est pas hermétique ici. Donc en fait, si tu prends de l'air d'ici, ça attire de l'air de l'extérieur et comme il y a le moteur qui est chaud, cet air il se réchauffe naturellement avec le moteur. Alors, est-ce que ça peut geler malgré le réchauffage carbu? Je pense difficilement. Est-ce que c'est impossible? Je ne saurais pas répondre. Je demanderai à mon instructeur samedi pour voir. Parce que j'ai pas la réponse à ça. Du coup, je demanderai pour pas vous dire une connerie. Voilà. Ça va l'idée? Ok. Donc le réchauffage carbu, c'est un truc important à connaître. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Il y a plusieurs catégories de givre. Alors là, ici, il vous les donne. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs. La différence des catégories, c'est elles se forment pas pareil et elles n'ont pas le même impact sur l'avion. Il y a des catégories de givre. Tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'est que ça va faire une couche ici. Il y en a, ça va faire plutôt des impacts qui vont se solidifier, notamment avec de la pluie surfondue. L'inconvénient des impacts, c'est que ça va décoller. L'inconvénient de ça, c'est que ça va changer, ça va être beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense, ça va avoir plus de mal à se casser. Et en plus, ça alourdit plutôt l'avant. Enfin, chaque type de givre a ses caractéristiques, ils n'ont pas la même couleur. On parle de givre blanc, on parle de... Voilà. Donc, il faut savoir que ça existe. On ne va pas vous faire chier avec ça, d'accord? Le givre classique, c'est on vole dans une zone de pluie surfondue et au moment où on tape les gouttes d'eau qui sont dans des températures négatives, hop, elles se solidifient instantanément. Ok? C'est surtout, ça on le retrouve surtout dans les fronts froids, vous vous en souvenez? Et voilà. L'inconvénient, c'est que quand on passe dans un endroit où il y a de la glace surfondue, on est normalement dans de l'eau en suspension, quoi. Et au moment où ça touche, ça se solidifie. Et ça va hyper vite. Et ce phénomène-là, il peut être hyper dangereux, parce que tous les éléments de l'avion qui tapent dans les gouttes d'eau, il y a de la glace qui se forme. Ouais. Donc même sur les hélices. Oui. Même sur l'hélice. Nice. Même sur la sonde pitot. Même sur, en fait, tout d'un coup. Et là, ça, tu survis pas longtemps. Voilà, oui. Par rapport aux ailes, quand on dit que l'avion est en train de voler entre 15 et 11 km, Ouais. ça veut dire que la température des ailes elle est négative. Non? Ah oui. Et s'il y a de l'humidité Oui. sur les ailes, Alors, en fait, normalement, entre-temps, tu as quand même déjà beaucoup volé, il n'y a plus beaucoup d'humidité sur les ailes. Hein. oui, mais l'humidité elle est toujours, elle est dans l'air. Oui, mais si t'es pas, si t'as pas de, en fait, si tu passes pas dans des nuages, déjà, tu réduis tes chances parce qu'en fait, l'humidité qui est critique, c'est vraiment celle qui est autour de toi et qui vient des nuages. C'est le moment où on a de l'eau sous forme de gouttes, quoi. Après, dans l'air classique, on peut avoir, c'est ce qu'on va voir juste après, on peut avoir de l'eau qui est sous forme gazeuse et qui passe instantanément à l'état solide. Ça existe, mais par contre, ça fait des couches beaucoup plus fines, c'est moins critique. La vraie question c'est, par exemple le matin quand on sort à moins 1 degré, Ouais. quand on est dans le négatif, on voit que la pare-brise elle est tout gelée. Alors ça, dans la voiture, ouais. En C'est la avion, même chose dans l'avion. de toute façon, je peux te le dire, si ton pare-brise il est gelé, tu sors pas l'avion. Hein. Ça règle la question. Et quand on est en altitude, Ben, ton altitude, si tu voles avec un pare-brise gelé, c'est l'heure de de rapprocher du sol rapidement et d'aller se poser, quoi. d'accord. Voilà. Il y a Et nous, on n'est choc, pas censé... parce que si c'est négatif, si c'est dans le négatif,
Oui. Il y a forcément un truc qui chauffe la portrice. Alors déjà, nous, dans la cabine, je peux te dire qu'on met le chauffage, parce que sinon on se caille le cul. Ça, c'est la première truc. Ensuite, en fait, quand tu es en vol, ce qu'il faut bien voir, tu peux avoir des températures négatives. Tant que tu rentres pas dans un nuage, globalement, même s'il y a un peu d'humidité dans l'air, t'as pas trop le problème qui va se poser. Et deuxième chose, nous, on vole en VMC. C'est-à-dire, on vole en conditions météo favorables. Donc, déjà, on vole quand il fait plutôt beau, en général. Et deuxième chose, on vole pas à des altitudes de malade. Donc, les températures très, 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 très négatives, nos avions sont pas prévus pour ça. Alors, peut-être qu'en Sibérie, ils ont des trucs particuliers, ou en Russie, ou... Ok, nous, en France, ça va. Donc, je sais pas si ça répond à la question, mais déjà, nous, on va pas à 11 000 km d'altitude. Ça, c'est les avions de ligne hein, qui vont là-haut. Nous, on va à peu près, allez, 3000 feet, 5000 feet si tu veux. Feet, 1 km. pas kilomètres. Entre 1 km et Voilà, pas 11 kilomètres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, on n'est pas trop emmerdés. Tu vois. Ok? Oui. Et l'eau surfondue, c'est que dans les nuages. C'est principalement dans les nuages, oui. Parce qu'il faut que déjà que ce soit de l'eau. Parce que dans l'air normal, c'est sous forme gazeux. Dans les nuages, c'est sous forme liquide. Donc l'eau surfondue, c'est d'une forme liquide à température inférieure à 0. Donc c'est forcément dans des nuages. Mais, si t'as pas de chance, ton eau surfondue, elle est dans ce nuage-là. Et toi, tu passes ici. Il descend sur toi. Et il se met à pleuvoir. Et il se met à pleuvoir des gouttes. Des gouttes. Mais des gouttes qui ont une température inférieure à 0. Et au moment où il y a un petit choc, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de la bouteille? Quand je sors la bouteille du congèle, si c'était une bouteille d'eau pure, tant que j'ai pas mis de choc dedans, c'est liquide. Et je fais tac. Et là, ça se met à geler partout. Ben là, c'est pareil. Là, ta goutte, au moment où elle arrive sur ton avion, ceci est ton avion, là, ici, ça va geler. Au moment du contact. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que si t'as pas de chance et qu'il commence à pleuvoir de la pluie surfondue sur toi, chaque impact, ça va être de la glace qui va se former autour de toi. Et là, but du jeu, descendre pour se rapprocher des températures les plus positives possibles et s'éloigner du bordel. Voilà. De toute façon, nous, on doit rester loin des nuages le plus possible, en cas général. Hein. Après, il y a des fois, on n'a pas trop le choix, et puis il y a des fois où il faut sauver sa vie aussi. Dans ces cas-là, si tu vois que tu as un nuage où c'est de la pluie surfondue, si c'est un truc qui est assez long, tu fais demi-tour, tu rentres à la maison, même si tu as encore plus de voyages dans l'autre sens. La règle, c'est si j'ai trop de risques, enfin si j'ai des risques pour atteindre ma destination, j'ai soit des aéroports de déroutement sur les côtés, je choisis des trucs où, en cas de problème, je sais que je vais pouvoir me dérouter, on va le voir dans le prochain chapitre, soit demi-tour. La règle, c'est sauver sa vie, toujours. En tout cas, c'est pas trop facile de faire demi-tour dans un avion. C'est pas facile, mais en fait, entre ça et mourir, tu fais un demi-tour. Moi, je préfère. Et en fait, le problème, c'est que souvent en avion, tu as prévu un voyage parce que tu veux aller à une destination. Mais c'est pas comme en voiture. En voiture, tu forces un peu, tu es un peu fatigué, tu fais une petite sieste. En avion, s'il y a un truc qui se passe mal, tu as une fête d'anniversaire prévue. Les accidents qu'on voit, c'est que les pilotes, ils avaient un impératif. L'impératif, ils avaient la fête de la cousine, ils avaient une journée porte ouverte avec leur fille ou comme ça. Et en fait, ils voulaient aller à destination coûte que coûte. Et ils se sont dit, c'est bon, ça va passer. Et le c'est bon, ça va passer en aviation, ben voilà. Ça passe des fois. Allez, ça passe. Ça passe des fois, mais le problème c'est qu'on peut pas prendre le risque, quoi. C'est de la roulette russe, quoi. C'est félicitations, vous jouez à la roulette russe avec votre vie et ceux de vos passagers. C'est vachement fun. Voilà. Donc, ça c'était... J'étais sur quoi? Je sais plus. On était sur le givre. Ok, le verglas. Le verglas c'est quoi? C'est quand ça se forme sur la surface de la Terre plutôt. Donc ça, on est pas... Alors, on n'est pas, trop mené, sauf que la piste peut être verglacée. Il est à l'atterrissage. Et bien au décollage et à l'atterrissage. Je pars en mode. Un avion, c'est pas fait pour faire du patin, quoi. Alors, Il y en a. pas les nôtres. Oui, Voilà. il y en a pas. Alors, il y en a à patin, et c'est plutôt pour la neige, Ouais. pas trop pour la glace. Voilà. Voilà. Ensuite, la gelée blanche. Alors, la gelée blanche, ça passe direct de gaz à solide. D'accord? C'est pas lié à la surfusion. Et ça, c'est s'il y a l'avion qui était dans un air chaud, qui passe dans un air chaud après un air froid. Et là, c'est des trucs où vraiment, on a des chocs de température
et c'est ça qui fait le changement d'état instantané, quoi. Voilà. C'est de la condensation directe. Il faut qu'il y ait une grosse différence de température pour que ça passe direct de gaz à solide sans passer par liquide. Voilà. Et là, dans ces cas-là, on peut avoir de la gelée blanche, notamment sur le pare-brise. Comment on fait pour prévenir ou éliminer? Alors, prévenir. Nous, dans nos petits avions, déjà, si on a du givre au sol, déjà, on attend qu'il fasse un peu plus chaud et voilà. Hein. On n'est pas équipé pour pulvériser des produits pour éviter que ça gèle et tout ça, quoi. Dans les grosses compagnies, ils ont des produits spécifiques et avant que l'avion décolle, ils mettent des produits spécifiques. Alors pourquoi ils mettent des produits même s'ils savent que ça ne durera pas longtemps? Parce que la phase de montée, c'est là où on est sûr, on veut toute la puissance, on veut qu'il n'y ait pas de givre, on veut qu'il n'y ait pas tout ça. Donc du coup, ils mettent des produits en sachant que ça ne durera pas tout le vol, mais ça limite les problèmes. Ça, c'est de la protection. Et il y a aussi le dégivrage, c'est-à-dire qu'ils font fondre la partie glacée. Et voilà. En vol, on peut avoir quoi? On peut avoir des systèmes anti-givrage. Donc là, il faut bien souligner les deux mots ou surligner les deux mots. Dégivrage, j'enlève le givre. Anti-givrage, j'empêche la formation du givre. Ok? Pour ça, il y a ici, vous voyez, des résistances dans l'aile, et notamment dans le bord d'attaque, parce que le bord d'attaque, c'est là où il y a le plus de contact avec l'air extérieur, hein, c'est là où ça tape. Voilà. Pareil sur les tubes pitot, sur tout ça. Donc si un jour, vous voyez dans le simulateur, on lancera un gros avion, eux, ils ont 200 000 boutons différents, parce qu'ils ont tous ces systèmes-là en plus. Nous, dans le Cessna, on a juste le réchauffage cabine et le réchauffage carburateur. Hein. Et cabine, c'est pour nous humains, pour pas qu'on soit en train de claquer des dents. Et carburateur, c'est pour que le moteur ne cale pas. Par contre, la sonde pitot, tout le reste, les ailes et tout ça, on n'a pas d'anti-givre des ailes. Voilà. Ok. Et voilà. Et on en arrive à notre meilleur ami, L. cumulonimbus. Parce que c'est notre ami principal. M39. Ouais, il a une partie à lui tout seul. Ouais. Je vous avais dit hein, que c'était notre ami. Donc là, on voit l'enclume. Alors, je pense que vous le voyez mieux sur votre feuille que sur la projection ici. C'est le nuage le plus dangereux pour tout le monde. Hein. Bon, nous, les petits avions, mais aussi les gros avions. Ils rigolent pas avec les cumulonimbus. Et ce qu'on avait dit, c'est que c'est surtout dans les fronts froids. Vous vous souvenez des fronts froids? Donc c'est la deuxième partie et c'est là où il y a les cumulonimbus. Ok, j'ai un truc qui bug. Ok. Et quels vont être les problèmes? Alors, le problème principal, ça va être le vent. Le vent, ici... Ah, je me mets en pause 2 secondes. Donc, le cumulonimbus, plusieurs problèmes. Déjà, les courants qui sont ici, là, c'est la zone de danger, en fait. J'ai perdu mon stylo rouge. Ok. Ici, c'est la zone de danger. Autour. Pas dedans. En fait, dedans, c'est trop tard, vous êtes déjà mort. Hein. Merci, au revoir. Autour, c'est ce que je vous avais dit. Ici, on a des gros appels d'air. Mais, en dessous, on a des gros airs qui se poussent comme ça. Donc ici, on va avoir un énorme cisaillement. Énorme cisaillement à cet endroit-là. Vous savez ce que ça veut dire, cisaillement ou pas? Ouais. C'est quand il y a deux forces qui sont opposées. Exactement. En gros, vous imaginez, l'air du dessus, il fait ça, l'air d'en dessous, il fait ça. Vous imaginez qu'ici, là, déjà, il y a des turbulences de malade. Et en plus, comme il y a deux forces qui essayent de tirer dans les deux sens, vous imaginez que votre avion, c'est comme si je prenais d'un côté vos cheveux et de l'autre vos cheveux et je fais ça en même temps. C'est un plaisir. Ça va faire tourner l'avion. Alors, ça fait tout. Ça fait tout. Ça, en fait, souvent, les contraintes vont être telles que ça peut faire des forces qui tirent les ailes dans plusieurs sens. Parce que vous imaginez bien que si l'air du dessus fait ça, l'air d'en dessous fait ça, en fait, il va y avoir des boucles qui se créent et ça va avoir tendance à arracher les ailes, tout. Voilà. Donc souvent, les avions, avant même d'être arrivés dans le cumulonimbus, ils sont morts avant par arrachement des différentes parties. Voilà. Merci, à bientôt. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire un dernier truc sur le cumulonimbus, c'est que c'est un nuage qui est chargé électriquement. Il y a des orages. Et pourquoi il y a des orages? Ici, il y a des charges négatives qui se forment. Ici, il y a des charges positives qui se forment. Et au sol, il y a des charges plutôt positives qui se forment. Et ça, quand il y a des charges négatives et positives, qu'est-ce que ça a envie de faire?
c'est le plasma. J'ai envie de circuler. Ah non, plasma c'est une autre chose. Oui, mais c'est le plasma qu'on voit dans le ciel. Alors, c'est l'éclair, c'est le courant qu'on voit dans le ciel. Mais donc il y a C'est en forme de- des règlements magnétiques. Alors, en plus, il peut y avoir des dérèglements magnétiques de nos instruments. Ouais. Ta boussole est pas en Ah, ta boussole, de toute façon, elle part en couille complet. Oui. De toute façon, là, Donc là, ceci est un orage. Je sais pas si vous aviez reconnu, mais voilà. Donc le courant veut passer en fait pour se rééquilibrer. Alors, il y a des éclairs ici, mais il y a aussi des éclairs en réalité. Putain. Voilà. Non, à l'intérieur. C'est dégueulasse. Bon, vous voyez l'idée? Hop là. On dirait ça. Ah, c'est mieux. Ah, je l'ai pas trop mal réussi. Il y a aussi des éclairs à l'intérieur en On a fait. les éclairs horizontales. Oui, oui, oui. Alors en fait, il y en a dans tous les sens. Ce que je veux dire, c'est que nous, ce qu'on voit principalement, c'est cela. Mais des fois, vous voyez à l'intérieur des nuages des explosions de lumière, mais en fait, c'est qu'il y a des éclairs aussi dedans. Ok? Bon, c'était juste pour le dire. Après, ça s'explique par le fait que les plus elles vont attirer les moins. c'est ça Oui, c'est ça. Et ça essaye de se rééquilibrer. Dans la nature aime pas le déséquilibre, donc elle essaye de faire en sorte que ça se rééquilibre. Ensuite, il peut y avoir aussi, ici, de la grêle. Vous voyez qu'on a des courants ascendants hyper forts. Ouais, ouais, ça peut tirer vers le haut. En fait, comme il y a des courants hyper forts, la grêle, voilà. À l'intérieur, ici, on peut avoir des vents qui dépassent les 250 km/h. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, bon, je vous disais tout à l'heure, on est mort avant d'arriver, mais en fait, si vous arriviez dedans, vous seriez encore plus mort. Félicitations. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, déjà, c'est pas sympa. Qu'est-ce qui nous crée? Alors, il nous crée plusieurs choses. Il nous crée des averses. Est-ce que vous vous souvenez du symbole météo de l'averse sur les cartes? C'est un triangle vers le bas. Ça fait comme un V, averse. Est-ce que vous vous souvenez du... Je suis perdu. Comment ça se dit averse en anglais? En français, on dit souvent j'ai pris une douche. Ouais. Showers. Ok? Avec un R et un S. Showers. Ok. Après l'averse, on a aussi, bon bah, même peut-être avant, on a la pluie. Est-ce que vous vous souvenez du symbole de la pluie? 3 traits. Comment ça se dit la pluie en anglais? Facile. Winter. Non. Oh, winter? Non. Rain. Winter is coming, c'est Rain. l'hiver. Rain. Hein? Rain. Rain. Comme dans la chanson It's Raining Man. Voilà. Culture de qualité. C'est vrai. Rain, c'est la pluie. Ensuite, on a, elle est facile, on va demander à quelqu'un d'autre. La neige, Romain? La neige. Mais demandez pas moi. Mais si, allez, la neige, Romain. Mais non, mais vraiment, je sais pas. Snow. 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 C'est une petite boule. Ouais, alors c'est... Non, c'est une étoile. Dommage. Là, les petites boules, c'est le... La grêle. C'est la grêle. Ouais. Ouais. Bon. Alors la grêle, le symbole sur les cartes météo, en fait, moi je vous avais fait des boules ici, mais le symbole de grêle, vous voyez qu'il y a un accent circonflexe sur la grêle. Ah oui, c'est vers le haut. C'est un triangle vers le haut. Comme l'accent circonflexe. Ensuite. Ah oui, pardon, grêle, alors je vous le donne. J'avoue que c'est hail. Je ne ferai pas de commentaire. J'ai qu'une seule blague à faire avec, et elle n'est pas terrible, donc je passe à autre chose. Alors ensuite, les orages. Comment ça se dit un orage en anglais? Pensez à la chanson de AC/DC. Thunder. Thunderstorm. Ouais. Thunderstorm. Storm, c'est quoi en fait? C'est le gros regroupement des. C'est la tempête en gros. Et thunder, c'est les éclairs. Ok. C'est quoi le symbole de l'orage? C'est le. C'est une sorte d'éclair, ouais. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop. C'est pas terrible. On a ensuite tout ce qui est givrage. Est-ce que vous vous souvenez du symbole du givrage? Oui, le U avec les flèches. Voilà, ça ou ça. Suivant si c'est un givrage modéré ou fort. Comment ça se dit givrage en anglais? Comment ça se dit la glace en anglais? Ice. Ice. Donc là c'est icing, le phénomène de... Il se crée de la... Voilà, glaçage. Comme sur les desserts d'ailleurs. Sur le glaçage d'un dessert, ça se dit aussi icing. Ou sinon, freezing. Oui, c'est vrai, freeze. 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 C'est gelé.
Ok. Et il nous reste un dernier truc que ça crée. Donc là, c'est toutes les merdes que ça crée. Hein. Je fais une liste des merdes que ça crée. Des turbulences. Turbulence en anglais, ça se dit turbulence. Félicitations. Ok. Je crois qu'il y a un A par contre. Ouais, c'est un A. Turbulence. Hop. C'est quoi le symbole de turbulence? Vous imaginez, en fait, ça, ce serait le calme plat habituel. Une turbulence, ça fait quoi? Ça fait des vibrations. Voilà, ça fait une vibration. Ben, en fait, le symbole, c'est ça. C'est on prend un coup vers le haut, on prend un coup vers le bas. Si je schématise l'idée pour que vous en souveniez. Ça va, l'idée? Donc ça, c'est, félicitations, c'est la collection de notre ami Cumulonimbus, tout ce qu'il est capable de faire. C'est un artisan complet, on va dire. Ok? Donc ici, ouais, le vent à l'intérieur peut aller jusque là. Ici, les vents, on est plus proche des 90 km/h. C'est déjà violent. Hein. Bon, on n'est pas encore mort à cet endroit-là. Plus on se rapproche, plus on est mort. Quelle heure est-il? Ça va, on a encore un peu de temps. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vous laisse encore une minute. Romain, t'as fini? Ok. Les autres, vous avez fini? Ouais? Ok. Allez. Donc ça, c'était notre ami. Et bien sûr, alors, bon, les éclairs tombent rarement sur les avions. Alors, rarement, ça ne veut pas dire que c'est impossible. D'ailleurs, petite histoire. Quel est le premier truc que font les gros avions quand ils arrivent au sol avant de décharger les passagers? Exactement, donc ça c'est l'avion. Hop. Ce qu'ils font, il y a un mec qui vient, donc il y a un piquet qui est dans la terre comme ça. Ils ont un long câble avec un rouleau et ils viennent toucher la carcasse avec le câble. Pour... Non mais... C'est pas le mec qui vient comme ça et qui touche avec la langue et... Non. Ils ont un certain système de sécurité et tout ça. Nous, dans les avions, on le fait à un moment aussi. Sur nos petits avions à nous, on le fait aussi de mettre un câble comme ça qui ramène à la terre. Est-ce que vous savez à quel moment? Non. La batterie, en fait, elle a sa propre électricité, mais c'est pas trop le souci. Au moment où on veut faire le plein. Au moment où on veut faire le plein, vous êtes d'accord? Donc si je prends un exemple de l'avion qu'on a nous, le réservoir, il est au-dessus de l'aile, là. D'accord? Je viens avec mon tuyau de ma pompe. Ceci est le tuyau de ma pompe. Hop. Voilà. J'ai rattrapé le truc. Ici, imaginons que j'ai pas mis ce câble. Si par un hasard malencontreux, mon avion il était chargé, au moment où je me rapproche ici, ça pourrait faire une petite étincelle. À un endroit où c'est de l'essence qui part, la déception est complète. Donc pour éviter l'explosion, ce qu'on fait à chaque fois qu'on remplit l'avion, on vient ici, on a le pot d'échappement, souvent on se met sur le pot d'échappement, et ici on a une pince qui vient tenir sur le métal du pot d'échappement. Et ça, c'est le premier truc qu'on fait avant de remettre de l'essence. Pour décharger l'électricité statique. Et être sûr que si le courant il doit passer quelque part, il va prendre toujours la solution la plus simple. Solution la plus simple, tu es relié direct au sol. Pourquoi se faire chier à passer par de l'air qui résiste beaucoup à l'électricité? Et en faisant ça, ben, on évite l'explosion et donc c'est plutôt pas mal. Ok? Ça va? Donc voilà. Bon, en tout cas, théoriquement, la foudre, elle tombe pas souvent sur les avions, ça peut arriver. Et voilà. Donc c'est pour ça que les avions sont aussi prévus pour plein de choses. Les voitures, c'est pareil, la foudre tombe pas souvent sur une voiture. C'est pas impossible, mais c'est pas souvent. Pourquoi? Parce que les pneus sont caoutchouc, donc c'est isolant du sol. Donc la foudre, elle a le choix entre passer par plein de trucs qui sont reliés au sol ou passer par un truc qui est isolé du sol. Par défaut, elle passera pas sur la voiture, sauf cas exceptionnel. Ok? Vous êtes en haut d'une montagne, dans votre voiture. Dans ce cas-là, c'est possible que la foudre, le chemin le plus direct, ça reste quand même par votre voiture et par les pneus. Il y a des paraphènes sur les avions. Sur les bagnoles?
Sur les avions. Ah, sur les avions, Montagne, bonne question. Après, la chanson. Est-ce qu'il y a un paratonnerre sur les avions? Je pense qu'on évite autant que possible parce que le but c'est que ça tombe pas sur l'avion. Du coup, j'aurais tendance à dire non, mais je demanderai aussi. J'avoue que je me suis jamais posé la question, ça m'a pas traversé l'esprit. Ce qui est sûr, c'est que quand on fait de l'électronique, par exemple, pour des avions, des instruments et tout ça, ils doivent supporter 200 000 volts, 300 000 volts. Ce qui veut dire que même si l'avion il prend un coup de foudre, théoriquement, sur des durées très courtes, parce que la foudre elle n'est pas en continu, hein, sur des durées très courtes, les composants sont censés survivre. Mais nous, est-ce qu'on survit Dans un avion, Oui, enfin, si on prend la... il n'y a pas de souci parce que toutes les parties qui sont à l'intérieur de l'avion ne sont pas connectées à la masse extérieure. Heureusement, parce que l'électricité statique qui se crée, tu toucherais le moindre montant de ton avion, tu prendrais une châtaigne, je peux dire jamais tu prends un siège proche de la vitre. Hein. Tu prends toujours côté couloir, comme ça c'est l'autre qui s'électrocute quoi. Donc heureusement, non. En fait, la partie carcasse, elle n'est pas reliée à la partie intérieure de la cabine. Ce serait très dangereux. Voilà. Ok. Et maintenant, on va parler de l'effet de fun, parce que c'est très marrant. Ah ah, l'effet de fun, ok. Merci. L'effet de fun, c'est M25. Alors, c'est quoi l'effet de fun? On en a déjà un peu parlé. Et je trouve que c'est vraiment le moment opportun pour faire un dessin. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai une montagne. Yes. J'ai du vent. Il n'y avait pas d'image stylée. Si, il y a des nuages très stylés. J'ai du vent qui arrive sur la montagne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il monte. Ah, il bouge rarement la montagne. Hein. On va supposer que c'est une montagne un peu solide. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? J'avais de l'air, on va parler d'air humide. Qu'est-ce qui se passe pour de l'air humide qui est à 70%? Il condense, vu qu'il monte. Voilà, ici, la taille de la boîte. Donc là, il condense. Ok? Comme il condense, qu'est-ce qui se passe s'il se condense et qu'on a un nuage qui d'un coup s'est formé? Les gouttes, elles se forment très rapidement. Elles vont être très grosses. Donc là, ici, il pleut. Un exemple, c'est celui que vous avez ici, les Pyrénées. Là, vous avez la France. Là, vous avez l'Espagne. Et le vent, il est quasiment tout le temps dans ce sens-là. Les Espagnols, ils sont bien. Donc les Espagnols, ils sont bien. Et les mecs qui habitent ici, ils sont un peu déçus, quoi. Ok? Il n'y a pas de neige vu que c'est froid. Alors, ça peut être, si c'est assez froid, il peut neiger, mais en fait, ici, toute la partie française des Pyrénées, ils prennent beaucoup des coups de pluie comme ça, avec pas mal de pluie, hein, pendant longtemps, parce qu'en fait, ils se tapent l'air qui vient se bloquer sur les Pyrénées, qui monte, qui s'allège, et qu'est-ce qui se passe derrière? Ici, j'avais de l'air qui va s'alléger. Et alors, il y a deux phénomènes à voir. Hop là, ok, je fais ça. D'un côté, on a le premier phénomène dont il nous a parlé, Zacharie. On va avoir ici, en haut, ça. Et on va retrouver la même chose ici. Ça, je vais vous mettre une photo. C'est des nuages lenticulaires. Ok? Ces nuages lenticulaires sont effectivement très stylés. À l'ensemble là, des lentilles convergentes. Et ouais, des lentilles convergentes. Et ici, on va avoir un système comme ça, de vent qui tourne, de rotor. Ok? Et le problème, c'est que si je passe en avion ici, je peux me faire rabattre facilement vers le sol. Ça, c'est le premier truc chiant. L'endroit où j'ai un rotor, je vais avoir un nuage plutôt instable, donc plutôt des cumulus. Ok? Et ça, c'est des nuages lenticulaires. Je vais demander, et cet endroit-là, là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait de la merde. Je l'ai pas fait au bon endroit, désolé. Hop. Les rotors, ils sont plutôt par ici. Là, c'est de l'air qui vient comme ça. Donc l'air qui est en dessous a tendance à revenir là. Et ici, on va retrouver, comme c'est des nuages plutôt instables, on va retrouver plutôt des petits cumulus. Ok? Quand je vois des cumulus avec au-dessus des petites coupoles comme ça, je sais que je suis derrière une montagne. Et là, c'est ce qu'on appelle un trou ou la trouée de fun. C'est l'endroit où c'est un peu dangereux parce que c'est de l'air qui nous rabat vers le sol. Ok? Donc c'est un endroit où on est comme ça en avion, vraiment, hein, pour l'avoir fait, hein, on est comme ça, et on est normalement sur une assiette plutôt
pas cabré, mais pas loin. On est quasiment à plat. Et on voit notre altimètre. On voit vraiment l'altimètre qui fait ça. Et on est là, mais attends, pourtant j'étais bien, j'étais calé. Et là, à ce moment-là, il faut remettre de la puissance pour essayer de maintenir l'altitude. Parce qu'en fait, on est en train de se battre contre un vent qui fait ça. Donc à cet endroit-là, on est en train de faire ça sans le vouloir. Et si on n'y fait pas attention à notre altimètre, vraiment ça se sent pas trop. Ça se sent un peu, mais pas. C'est pas un truc où t'as l'impression d'être dans un ascenseur qui s'écrase, quoi. C'est pas ça. Hein. Mais tu vois quand même ton altitude et en plus, c'est un endroit où t'es toujours près de la montagne. Et c'est vraiment le pire moment pour descendre, hein, proche d'une montagne. Ok ? Du coup, ce que je vous propose, alors on l'avait déjà vu, mais si je retrouve la photo, hop. Est-ce que tu peux temporairement nous éteindre la lumière, Timéo, s'il te plaît? Hop. Voilà, regardez ça. On retrouve des assiettes superposées. Voilà, ou des systèmes d'assiettes, alors plus ou moins stylés. Alors là, c'est que les plus belles photos de Google, hein. Mais voilà, on retrouve des trucs assez badass. Ouais, c'est stylé, quoi. Voilà. Ok, et on peut avoir des multiples assiettes comme ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça fait des couches. Et en fait, dans chaque couche, on peut avoir un tassement qui fait que c'est pile poil l'endroit où se forme le nuage. Ça peut se faire à l'infini, quoi. Alors, théoriquement, oui. En pratique, non. Parce que les lignes qui sont les plus loin, ici, regarde. Plus je vais loin ici, moins je vais être impacté. Et comme mon air qui est ici va à peine monter, si j'étais à 70% ici, peut-être que là, je ne serais plus qu'à 80%. Donc plus je suis loin, moins je vais être tassé, donc moins je vais monter en l'air, donc moins je vais avoir d'effets comme ça. Là où j'ai le plus gros effet, c'est où il y a une montée rapide de l'air. Voilà. Est-ce qu'on doit savoir comment expliquer comment ça se forme les nuages Lenticulaire, alors, on peut vous demander à quel endroit ça se forme, ou vous parlez de l'effet de Fun et des nuages lenticulaires. Il faut savoir associer les deux ensemble, quoi. Ok ? Et pourquoi ça s'appelle lenticulaire ? Parce que ça ressemble à des lentilles. Voilà. Faut savoir aussi que tout ça, c'est ce qu'on appelle des nuages orographiques. C'est-à-dire liés à des montagnes. Ok ? Je ne sais pas ce que c'est la définition orographique. La définition, c'est le relatif à l'orographie, merci. C'est lié à la description des montagnes, voilà, et du relief. Ok ? Donc c'est ce que je vous disais à peu près. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, l'idée ? Donc si vous voulez faire ce petit schéma de qualité juste à côté, merci. Vous pouvez, je vous laisse 2 minutes. Et voilà. Donc l'effet de Fun, c'est ça, c'est qu'il explique le fait que dans certaines régions, il fasse plus beau et dans d'autres, il fasse moins beau. D'accord ? Je vous laisse 1 minute pour faire ce dessin ou vous voulez pas le faire? J'attends juste qu'elle ait pris en photo alors. C'est bon? Ok. La brise. Allez, on a presque fini. La brise, c'est quoi? Alors la brise, les brises plutôt, c'est des phénomènes qui sont liés à la géographie et qui sont assez stables dans le temps. C'est-à-dire c'est des trucs qu'on va retrouver régulièrement, toujours dans le même sens, etc. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut citer comme élément? Notamment, on va avoir ceux qui sont les brises en région côtière. C'est-à-dire, je ne sais pas si on vous a déjà dit ça. Alors, est-ce que vous êtes déjà allé à la mer? Si vous avez de la chance, les adultes vous ont peut-être dit ne va pas sur la mer avec ta bouée en fin d'après-midi. Alors, pourquoi? Hein? Exactement. En fait, en fin d'après-midi ou le soir, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle est restée à la même température. Par contre, la terre, elle s'est refroidie. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si la terre, elle s'est refroidie plus vite que la mer? Ici, j'ai de l'air qui est plus chaud. Si j'ai de l'air chaud, il monte. Mais s'il monte, ça fait un appel d'air. Et donc, ici, j'avais de l'air qui s'est refroidi et qui est refroidi par la terre. Donc, du coup, ça va faire un système de circulation comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la brise de terre.
Et la brise de terre, bah, il faut bien voir que ça se fait surtout en fin de soirée. Ça, c'est en fin de soirée. Ok? Ou fin d'après-midi assez tardive. D'accord? Donc, en fin d'après-midi, il ne faut surtout pas prendre sa bouée parce qu'on est éloigné au large. Et dans la matinée, qu'est-ce qu'on retrouve en début de journée? L'inverse. On retrouve l'inverse. L'eau, la nuit, elle n'a pas beaucoup changé de température et elle est en train de ne pas changer de température. Par contre, le sol se réchauffe très vite. Donc, là, c'est en fin de matinée ou en début d'après-midi. Hein. Qu'est-ce qu'on retrouve? L'air, il chauffe au niveau du sol, beaucoup plus qu'au-dessus de la mer qui est plus froide. Donc, ça fait un appel d'air comme ça, et donc l'air descend ici. Et là, on a ce qu'on retrouve la brise de mer, plutôt en fin de matinée ou en début d'après-midi. Ok? Au revoir. Voilà. Ok, donc ça c'est fin matinée jusqu'à après-midi. Après-midi. Voilà. Oula. Et ça c'est plutôt fin de soirée jusqu'à début, milieu de matinée quoi. Bon, on se baigne rarement à 7h du matin, mais dans l'idée, ce serait pas un bon moment pour aller se baigner quoi, 7h du matin. Ok? Parce que c'est le moment où la terre elle est encore la plus froide. Alors que l'eau, elle n'a pas beaucoup changé de température. Donc voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça, c'était M23, pardon. J'ai oublié de vous le dire. M23. Voilà. Ensuite, donc ça, brise de mer, brise de terre, il y a souvent des questions sur ça. Ils aiment bien hein, ces questions. On va vous dire, oh, on est en plein milieu d'après-midi, qu'est-ce qu'on a comme type de brise? Ou il fait l'eau, la terre est plus chaude que la mer, quel type de brise on a? Est-ce que c'est une brise de mer ou une brise de terre? Attention, regardez, brise de terre, ça veut dire que l'air va de la terre vers la mer. Et brise de mer, c'est que l'air va de la mer vers la terre. Ok? C'est toujours la provenance pour les vents et la direction pour les avions. C'est l'inverse. Ok? Allez-y. On a aussi les brises de pente. Alors ça, on en a déjà parlé. M24. Quand on fait du parapente, si on est débutant, on fait du parapente le matin. Parce que la montagne n'est pas encore chaude, donc on n'a pas d'air qui monte. Et l'après-midi, qu'est-ce qui se passe? Comme les surfaces elles sont ensoleillées, on va aller proche de la surface ensoleillée quand on commence à bien savoir faire du parapente pour prendre des prises montantes. Ou si on fait par exemple du planeur. Le planeur, ils aiment bien les surfaces de montagne avec du soleil, parce que ça chauffe. Si ça chauffe, il y a de l'air qui monte, et donc on est content. Ouais. C'était M combien tout à l'heure? Juste avant, M23. Et la brise de pente, c'est M24. D'accord? Attention, la brise de montagne, elle monte sur les surfaces éclairées, elle descend ensuite la nuit. C'est l'inverse. Et on peut se faire rabattre vers la vallée dans ces cas-là. Et on est un peu déçu, toujours pareil. Surtout si on n'a pas de moteur. Bon, si on a du moteur, on est aussi déçu, mais un peu moins. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Les ondes orographiques, alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est un complément. C'est cette histoire-là que ça fait des turbulences, et donc on va avoir des turbulences ici, des turbulences ici. Ok? Je rentre pas plus dans le détail, c'est bon, vous avez compris. Ça fait la 3e fois qu'on en parle. S'il y a des questions, vous m'arrêtez. Hein. Mais sinon, voilà. Ok? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les cumulus qui sont là, c'est alors à la fois une bonne chose, à la fois pas une bonne chose, parce que ça nous donne des petites aspirations vers l'eau. Ok? Quand on n'est pas loin d'un cumulus, on sait qu'il va y avoir une aspiration vers l'eau, mais on sait aussi qu'il risque d'y avoir des turbulences. Donc bon, on gagne un peu, mais voilà. Le jet stream. Bon, je sais pas si vous voulez qu'on en reparle ou pas, mais on en avait déjà parlé du jet stream. C'est le M26. Hop. Notamment avec les cellules et tout ça. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que à l'équateur, vous vous souvenez qu'on avait dit qu'on avait des épaisseurs beaucoup plus grandes qu'au pôle. Ici, c'est le pôle Nord, et là, c'est l'équateur. En fait, ce dessin-là, c'était le dessin qu'on avait déjà vu une fois sous cette forme. Hop là, avec ça, ça, ça. Voilà, comme ça.
avec les 3 cellules. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu ce dessin déjà. Et je vous avais dit les noms des 3 cellules, c'est pas très important. Celle qui est le plus au pôle nord, qui est le plus ici, c'est la cellule de Hadley. L'autre, c'est la cellule, je ne les connais même pas, les noms. Ferrel et polaire. Ça, c'est connu. Ok. Voilà les 3 cellules. Bon, en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que ça va avoir tendance à créer des endroits, et notamment ici, un jet polaire et là un jet subtropical. C'est l'endroit où on va avoir des vents forts et qui peut, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé que certains avions, ils utilisaient ça pour raccourcir leur temps de trajet. Voilà. Et du coup, on les retrouve ici. D'accord ? Bon. Je ne rentre pas plus dans le détail. C'est important de connaître le nom de jet stream. Ça s'arrête là et de savoir que ça peut faire gagner du temps. Voilà. Et est-ce que je voulais rajouter un truc ? Oui. Non. Non, c'est bon. On a ce qu'il faut. Voilà. Enfin, dernier truc important, M22. Alors ça, c'est un truc où il y a beaucoup de questions dessus. Comme je vous le dis, ça va être important de le connaître par cœur, ça. M22, c'est les vents locaux. Et ils sont locaux, mais pas parce qu'ils sont fous. Ouais, je sais un peu d'espagnol de temps en temps. Une petite blague comme ça fait du bien. Alors, les vents locaux, vous devez connaître ces 4-là, et même... Ah, ils vous ont fait en 2 fois. C'est des salauds. Je ne vais pas refaire la dessin de la France, parce que bon, vous me connaissez. Ce qu'il faut savoir, vraiment hyper important. Ici, le Mistral. Ça, est-ce que vous savez comment elle s'appelle, cette vallée-là? Je vous sors une carte, peut-être que vous le verrez mieux si je vous sors une carte. Carte de France. Vous allez voir. Maps. Hop. Allez, casse-toi. Hop là. Il y a un truc particulier ici qu'il faut connaître. Est-ce qu'on va le voir correctement? Là. Ici, il y a une rivière. Je ne sais pas si vous le voyez. Elle est où? Là. Là. Tout ça. Non. Vallée du Rhône. Donc ici, si je lui demande de me tracer le Rhône, normalement, il doit me le tracer, je pense. Rhône. Hop. Est-ce qu'il me le trace proprement? Il faut... Non, il faut pas être trop pressé. Hein. Ok, bon, c'est la vallée du Rhône. Hop. J'aurais aimé trouver une image qui vous le montre. Voilà, vallée du Rhône. Et ici, on le voit. Ah, voilà. Vous voyez? On a... Putain, je les déteste. Allez. On a ici les Alpes et là le Massif central. Donc vous imaginez bien que si j'ai 2 montagnes, le vent il a tendance à pile poil passer au milieu. Hein. C'est parfait. Donc ici le Mistral, il passe globalement dans la vallée du Rhône. Les questions ils demandent régulièrement ce genre de choses, d'accord? Et ici, si vous voulez vous en souvenir, ici vous pouvez dire que ça c'est les Alpes. Et là, c'est le Massif central. Alors, ça se trouve, vous le savez tous, vous n'êtes pas tous aussi nuls que moi en géographie, mais personnellement, ça m'a aidé quand j'ai appris tout ça, à mettre les petites montagnes autour. Ok? Ensuite, donc ça c'est le Mistral, d'accord? C'est vallée du Rhône, et ici, est-ce que vous savez comment ça s'appelle cette région? Ça s'appelle la Provence. Ok? Bon. C'est important d'avoir les 2 mots-clés. Ensuite, on va avoir, donc le Mistral, il vient là et il repart vers ensuite la Corse. Le vent qui vient de la Corse, c'est le Sirocco. Ok? C'est pareil, un nom à connaître. Ça, c'est la Corse. Des fois que vous ne le sachiez pas, on ne sait jamais. Bon, si vous ne savez pas ça, vous êtes encore plus nul que moi en géographie. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le Sirocco. Donc Mistral, souvent les 2 grands vents qu'on connaît, c'est Mistral et Tramontane. Tramontane, c'est celui qui est ici. Ça s'appelle comment cet endroit-là, là? Cette partie, les Pyrénées. Donc là, ici, bien sûr, hop, là j'ai les Pyrénées. Ok. Voilà. Ensuite, on va avoir, à l'inverse de la tramontane ici, on va avoir le vent d'OTAN. Et non pas autant n'emporte le vent. De rien. C'est gratuit. Et là, celui qui donne naissance au vent d'OTAN, c'est le vent marin. Ok? Voilà un petit peu les vents à connaître. Là, ils ont mis les 2 ensemble, c'est de la merde. Vous pouvez supprimer cette phrase-là.
C'est de la daube. Hein. C'est le vent d'OTAN qui est dans la partie terre et le vent marin qui est dans la partie mer. Ok? Donc il faut connaître Mistral, Tramontane, OTAN. Et globalement, les questions elles portent quand même assez souvent sur ça. Hein. Il y a des questions chaque année sur les différents vents. On va vous dire, ah, on a un vent vers tel endroit qui va du sud vers le nord, qu'est-ce que ça peut être? Eh ben, du sud vers le nord, vous devez vous faire ça en vous disant, bon, ben, ça passe vers, j'en sais rien, vers Narbonne ou un truc comme ça. Du sud, plutôt du sud vers le nord, c'est un truc en train de monter. Bah, c'est plutôt le vent d'OTAN. Ça peut pas être le Mistral c'est en descendant. C'est pas la Tramontane, donc voilà. Voilà un petit peu les histoires qu'on peut vous demander. Alors ça pourrait être Sirocco aussi, mais attention, Sirocco, il s'arrête très tôt. Il rentre pas dans la vallée de la Dordogne. Et après, il y a des vents étrangers. Alors après, il y en a en fait des tonnes. Nous, ça c'est nos vents locaux en France, les principaux. Voilà. En fait, si vous regardez, c'est là où il y a les montagnes. C'est les Alpes, Massif central, Pyrénées. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Donc, il n'y a pas de vent en Bretagne. Alors, il n'y a pas de vent en Bretagne. Si, mais c'est pas des vents aussi critiques que ça. Alors, je vais en parler juste après. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Ici, alors ici, je vais juste préciser, là, c'est le Languedoc. Vent marin. Voilà. Ça, c'est bon. Ok. Il en existe plein d'autres, des vents régionaux. Il y a la Lombarde, le grec, le levant, bref, il y en a plein. On peut en retrouver plein, ça c'est pas un souci. Mais on va pas trop en parler parce que les questions elles portent vraiment sur les trois grands principaux. On vous donne des flèches, on vous dit A qu'est-ce que c'est, B qu'est-ce que c'est, C qu'est-ce que c'est. Et on vous dit une liste. A c'est le vent marin, B c'est la Tramontane, C c'est le Mistral. Et on vous donne toutes les rotations possibles de ces différents vents avec une petite carte, quoi. Voilà. Donc il faut savoir les placer sur la carte. Il existe, alors pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, il existe aussi, alors je sais que vous adorez mon dessin de la France, donc je le refais un petit coup. Hop là, ceci est la France. Hein. Il existe aussi en fait deux grands trucs qu'on retrouverait ici, comme ça et comme ça. D'accord. Notamment ici avec une dépression, et là c'est l'anticyclone des Açores. Alors je sais plus comment ça s'écrit. Anticyclone des Açores. Je vous dis ça dans une seconde. Anticyclone des Açores. Ah voilà, ça s'écrit comme ça. L'anticyclone des Açores, c'est un truc qu'on va retrouver souvent quand on fera de la météo. Ah, c'est joli, voilà. Ok. Les Açores, vous voyez que... Vous y voyez rien. Je vais le faire ici. Ceci la France, ceci est l'Espagne, avec le Portugal dedans. Ouais, c'est un peu plus carré, ça va, tu critiques. Voilà, là, il y a le Portugal, c'est bon, t'es content? Bon, l'anticyclone des Açores, il est par ici. Ça, c'est anticyclone des Açores. Et, ouais, c'est comme ça. Et ici, on a une sorte de dépression qui vient des Anglais, et voilà. Forcément, hein, c'est des Anglais. Voilà. Non, c'est important parce que vous vous souvenez qu'on dit anticyclone dépression, ça va avoir tendance à créer des vents comme ça. D'accord? Et donc à apporter de l'air depuis l'océan Atlantique sur la France, par l'ouest. Ok? Et notamment, à un endroit où on a vachement de terre très approchée, là, en Bretagne. C'est pour ça qu'il pleut souvent, c'est qu'on a souvent de l'air. Ici, l'anticyclone des Açores, il a tendance à nous ramener de l'air plutôt chaud, de l'équateur. Ici, la dépression du nord, c'est une dépression qui ramène de l'air polaire, de l'air froid. C'est pour ça qu'il fait plus froid à Lille qu'à Biarritz, entre autres. Ok? Voilà un petit peu. Ça c'est un petit complément du dessin qu'on avait avec les vents, que je vous conseille de faire, parce que c'est important. Des fois, il y a quelques questions sur l'anticyclone des Açores. Ok? Alors plutôt dans la partie prof, mais je l'ai vu une fois, je crois, dans la partie élève. Donc ça peut pas faire de mal de le rajouter si vous voulez faire ce dessin-là. Ou même de juste le rajouter sur la petite carte que vous avez là. Hein. Vous rajoutez juste ici l'anticyclone des Açores et la dépression. Alors je me souviens juste plus comment elle s'appelle, cette dépression. Je vais vous dire ça dans une seconde. Anticyclone des Açores et dépression. Hop. Comment il s'appelle?
Ah, j'ai une super photo. Ouais, mais oui, bien sûr, je veux des... Hop, merci. C'est la dépression de... Non, ben, elle n'a pas de nom. Je sais pas comment elle s'appelle. Ouais. Bon. En tout cas, on retrouve bien ce système-là de vent qui vient vers là souffler. Ok? Voilà pour tout ça. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Du coup, ce que je vous propose, je mets en pause l'enregistrement. Hop, on fait la correction. Donc, la brume sèche, elle est constituée de quoi? Est-ce qu'elle est constituée de particules solides, sable, poussière, impuretés en suspension dans l'air non saturé? Oui. Attention, toujours à lire le reste des réponses. Vous savez qu'ils sont un peu coquins, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est dû en grande partie à l'activité industrielle qui se développe sur la planète? Oui. En gros, la pollution. Oui. Est-ce que ça se forme fréquemment en période de beau temps? Alors, là, on pourrait dire oui. Si on n'est pas sûr, on se met un point d'interrogation. Ok? Est-ce que toutes ces affirmations sont exactes? Je sais qu'il y en a au moins deux où je suis sûr. Le troisième où j'hésitais, bon, ben, clairement, c'est la réponse D dans ces cas-là. Ok? Ça va pour tout le monde? Au sommet de la troposphère, qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme vent très fort qui peut atteindre jusqu'à 300 km/h? Alors, est-ce que c'est l'Alizé, le Gulf Stream, le courant de jet ou la tramontane? Alors, c'est quoi le Gulf Stream? C'est un courant sous l'eau. Ouais. C'est un courant marin, ça. C'est de l'eau, c'est sous l'eau. Donc, c'est pas le Gulf Stream. C'est le jet stream. Et en fait, ils aiment bien faire ça, vous mettre la traduction française. Donc ça, c'est le jet stream. C'est des salauds parce que d'un côté, ils vous mettent le mot anglais d'un truc qui ressemble vachement, et à côté, ils vous mettent la partie française, donc c'était clairement le jet stream. La tramontane, il est où d'ailleurs? Est-ce que vous vous souvenez, la tramontane? Ouais. Non, c'est de la France vers l'Espagne. Ouais, alors, pas vers l'Espagne. Hein. Vers la mer. Si ça, c'est les Pyrénées, ça va vers la Méditerranée. Ça, en gros, c'est Bordeaux vers Narbonne, si je schématise. Mais effectivement. Donc la tramontane, elle est là. Hein. Voilà. Et l'Alizé, c'est un autre vent qui est quelque part en France, je sais plus où. Bref. On s'en fout. Hop là. Ensuite, les stratus. Alors, quand vous lisez cette question, qu'est-ce que ça vous dit, stratus, dans votre tête? Gentil, stable. Ok? Ensuite, est-ce que quand j'ai stratus, ça peut être la famille ou ça peut être le type de nuage aussi? Il y a un nuage qui s'appelle stratus. Est-ce qu'il a un préfixe? Non. Donc ça veut dire que c'est un des nuages de la famille des stratus et c'est un de ceux qui sont tout en bas. Et maintenant, je peux lire mes questions. Mais voyez les réflexes qu'on doit avoir à chaque fois. Est-ce qu'ils sont dangereux à cause des turbulences et des précipitations qui leur sont associées? Ah non, ça c'est la famille des cumulus. Est-ce qu'ils sont dangereux par la faible hauteur de leur base? Alors, techniquement, ils sont en bas. Est-ce que ça les rend dangereux? Pas forcément, mais ils sont en bas, quoi. Est-ce qu'ils résultent d'ascendances qui permettent le vol à voile? Non, ça c'est les cumulus. Vous vous souvenez que les cumulus, on avait dit c'est des nuages instables. C'est des nuages instables qui se forment comme ça. Donc quand j'ai un cumulus, typiquement, quand je suis avec mon parapente là, voilà, je peux aller sous les cumulus parce que c'est cool, je vais pouvoir monter. Ou si j'ai un planeur, pareil, je vais essayer d'aller, je veux un cumulus là-bas, je vais aller vers le cumulus parce que je sais qu'il va y avoir des courants ascendants. Ok? Parce que justement c'est des nuages instables, donc c'est des montées d'air. Ok? Donc clairement ça, ce qu'ils entendent là, c'est cumulus. Hein. Est-ce que c'est des grandes étendues verticales? Typiquement les stratus, c'est des plats, hein, donc typiquement c'est pas ça. Donc il faut garder le moins pire des trois. Le moins pire des trois, c'est celui-là. En fait, les stratus, ce qu'on avait dit la dernière fois, on a les trois couches comme ça. Et les stratus, ils peuvent être dangereux parce qu'ils peuvent être très longs comme ça, mais ils peuvent être aussi assez épais. En fait, stratus, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un peu une sorte de brouillard en l'air, quoi. En gros. Et les altostratus et les cirrostratus, c'est pareil, c'est des sortes de brouillards plus ou moins épais. Il y en a un où il y a un halo. C'est-à-dire on voit le soleil, il y a l'autre. On a l'impression d'une couche de verre poli. Altostratus, c'est le verre poli au-dessus de la tête. Cirrostratus, c'est la sorte de brouillard en l'air, mais on voit un peu le soleil avec son halo, des fois. Et là, stratus tout court, c'est une sorte de couche de brouillard.
Pourquoi le ciel il est tout gris? Enfin tout. Gris foncé, stratus. Gris un petit peu plus clair, altostratus. Blanchâtre, plutôt cirrostratus. Voilà un petit peu pour l'idée. En tout cas, ça c'est, vous savez, le ciel gris où on a l'impression qu'il y a un gros plafond. Voilà. Donc typiquement dangereux par la faible hauteur de leur base, parce qu'ils peuvent, alors ils peuvent être au-dessus, mais ils peuvent descendre aussi très bas. Ça peut être une couche épaisse, et dans ces cas-là, on ne décolle même pas. Hein. C'est merci pour la journée, à bientôt. Hein. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Voilà. Ok. Voler dans un nuage peut provoquer quoi? La merde. Voilà. Est-ce que ça peut être des pertes de référence visuelle? Clairement, oui. Une exposition à une forte humidité. Bah, félicitations, c'est un nuage, donc effectivement, c'est de l'eau en suspension. Hein. Un risque de collision avec un autre aéronef. Ben, vu qu'on n'y voit pas jusqu'au dernier moment, oui, c'est un risque. Toutes les réponses sont bonnes. Oui. Donc là, les 4 sont bonnes, donc on sélectionne celle qui dit que toutes sont bonnes. Mais si la question D, elle disait A, B et C sont justes. Tu sélectionnes D. Ouais, mais elles se comptent pas. Oui, mais ça c'est. Oui, oui, c'est déjà arrivé dans le passé. Ils essayent d'être un peu moins cons maintenant, mais de toute façon, ce concept de elles sont toutes bonnes, c'est déjà pas très malin. Mais bon, c'est comme ça. Donc vous êtes habitués maintenant. C'est pas la première fois que vous le rencontrez. Vous allez le voir quand on va faire des annales. Il va y avoir des moments où ce sera pas très sûr. Si vous en avez 2 sur 3 où vous êtes sûr, ben vous sélectionnerez celle où c'est tout bon. Si vous en avez qu'un sur 3 où vous êtes sûr et les 2 autres où vous savez pas trop, choisissez ce qui vous paraît le moins pire. D'ailleurs, l'examen c'est quand 1er juin. Ah ouais, du coup, c'est l'hiver. Alors non, l'examen, a priori, l'année dernière, il s'était fait ici directement dans la salle. Et normalement, c'est moi qui vous surveille. Alors, j'ai pas le droit de parler et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, vous êtes dans des conditions pépères, quoi, pour le passer. Vous n'avez pas besoin. Avant, c'était obligé d'aller soit à Cahors, soit à Toulouse. Mais comme vous êtes nombreux, normalement, on demande à ce que la direction des examens nous laisse organiser ici l'examen. Ce qui veut dire qu'ils nous envoient les copies sous enveloppe scellée, qu'on les ouvrait sur le moment, que... Enfin, je veux dire, ça impose des trucs, quoi. Ok? Le type de nuage qui peut indiquer la présence de turbulences sévères, c'est quoi? Alors, le premier réflexe qu'on aurait dû avoir, turbulence sévère, c'est la merde et tout ça, on se serait dit, cumulonimbus. On regarde, les salauds, ils ne le proposent pas. Bon, il faut trouver quelqu'un d'autre. Ouais. L'antocumulus Lenticularis. Ouais. Un cumulus lenticulaire, quoi. Ok. Pourquoi c'est pas les autres? Cyrus. Cyrus, c'est en haut. Donc, Cyrus, c'est le petit mignon comme ça qui annonce l'arrivée d'un franchot. Donc clairement, lui, en plus, il se passe rien à cet endroit-là. Ok. Alors, est-ce que si on nous dit qu'il va annoncer un temps qui devient moins bon, dans ce cas-là, le Cyrus, oui, parce que ça annoncera un temps qui va devenir pourri. Mais là, c'est qui indique la présence actuelle de trucs. Est-ce que c'est un stratus? Bah non, stratus, c'est des gentils. Altostratus, c'est des gentils. Donc, par défaut, c'était l'alticumulus lenticularis. Lenticularis. Ben, moi aussi, j'ai loupé une comme toi. C'est bon? En pleine, dans les basses couches de l'atmosphère, les turbulences sont générées par quoi? Alors, l'onde. Quoi? Les trous d'air. Alors, les trous d'air, c'est déjà plutôt en altitude et c'est lié, sinon, il peut y avoir un trou d'air si on a eu un relief juste avant. Là, le mot important, c'est plaine. Il n'y a pas de relief. Vous imaginez que vous êtes en Eure-et-Loire là-bas. L'Eure-et-Loire, c'est le grand plat. Hein. Il ne se passe rien, c'est la dépression. Voilà. Est-ce que c'est la convection? Ben, on aurait eu le brouillard. Le brouillard, est-ce qu'il crée des turbulences? Voilà. Donc là, il ne nous restait que la convection. Ok? La convection, c'est le vent, hein, en gros. C'est bon? Alors, dans un cumulonimbus, et vous voyez, en faisant cette question, je me suis rendu compte que tout à l'heure, je vous ai dit une connerie. À l'intérieur du cumulonimbus, alors ça dépend des sujets. On a dit des vents. Moi, je vous ai dit tout à l'heure 250 km/h, je crois. Et dans le cours, il y avait écrit 90 km/h, autour. Là, quand je lis ça, je me dis, déjà, c'est des mètres par seconde. Ce que je vais faire, je vais prendre la réponse la plus au milieu, pour pouvoir avoir un ordre d'idée de ce que ça fait.
Et je vais prendre par exemple, celle-là, c'est la plus au milieu, 20 à 30, 40. Donc je vais prendre 20 à 40, je vais prendre 30 mètres par seconde, et je vais essayer de le convertir en kilomètres par heure. Moi, ma technique pour convertir, c'est ça. Ouais, mais 3,6. C'est 30 mètres sur une seconde. Ok? Et si je le veux en kilomètres, des mètres, pour les avoir en kilomètres, je divise par 1000. Et les secondes, pour l'avoir en heure, je divise par 3600. Ce qui revient à faire 30 sur 1 fois 3600 sur 1000. Ce qui veut dire faire fois 3,6. Ok? Bon, il y en a qui s'en souviennent du 3,6. Est-ce que je fais fois ou divisé? Moi, je m'en souviens jamais. Mais dans le cas général, même si tu fais diviser par 3, tu as une valeur. Oui, tu as une valeur appropriée. De toute façon, là, ici, c'est une valeur approximative qu'on vous demande. Donc 3 fois 36, ça fait quoi? 3 fois 6, 18. Ça fait à peu près 108 km/h. Ok? Donc, tout à l'heure, on avait vu que c'était à peu près 90, donc c'est la réponse D ici. Donc je vous ai dit une connerie tout à l'heure quand j'ai dit 250 km par heure. C'est bizarre parce que j'en étais convaincu de cette valeur, mais je me suis probablement trompé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est de l'ordre de 100 km/h. Mais ça, ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent des ascendances dans le cumulonimbus. Ça peut aller beaucoup plus que ça, je crois. Voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on fera le dernier petit chapitre où on lit des cartes. Et ce que je ferai, c'est qu'on fera ensemble une lecture de cartes et on fera la prédiction de est-ce que je pourrais aller voler le samedi juste après. Ensemble. On fera la prédiction météo de tout ce qu'il faut savoir faire et dire quand on veut préparer un vol. Ok? Comme ça fera un exemple pratique. Et j'essaierai de vous imprimer tout ce qu'il faut comme carte pour qu'on le fasse.